Le sénateur admirait la vue s'offrant à lui, avec un pincement au cœur. L'approche de la cérémonie lui donnait un sentiment grandissant d'amour pour cette planète, mêlé de fierté. Non pas celle flattant son ego, plutôt la fierté humaine. Un sentiment qui, n'étant pas partagé par l'humanité, se trouvait d'autant plus grand dans les cœurs des habitants de la planète mère. Il repensa au fax et aux obligations qui en découlaient. Il aurait tant aimé rejoindre sa famille installée en Patagonie, dans les grandes plaines balayées par des vents qui amenaient dans sa maison les senteurs d'une nature resplendissante. Ses enfants adoraient courir sur les grandes distances dans les plaines, à côté des chevaux sauvages, riant aux éclats comme un détenteur du secret du bonheur. L'Amérique du Nord était aussi devenue un endroit où il faisait bon vivre, bien que le climat y soit plus frais, où l'on apercevait aisément les caribous et autres loups des neiges. Les lacs avaient une place chère dans le cœur des héritiers de ces régions, où chacun avait la tâche d'en entretenir un ou deux parfois. Malgré tout, le sénateur avait un penchant pour l'Eurasie et ses vastes étendues de plaines vertes, parsemées de forêts et de fleuves. Les maisons étaient toutes reliées les unes aux autres par des chemins de pierre que les paysagistes avaient copiés sur les Romains. Au-delà des montagnes, Alpes et Carpates, venait l'Asie, et ses terres plus humides, baignées en été d'un soleil radieux, se reflétant sur 1000 rizières et marais verts dans sa région méridionale. Au nord, la Russie avait opté pour une vaste toundra qui préservait alors nombre d'espèces animales auparavant en voie d'extinction. L'ours blanc y avait été réintroduit avec succès, à défaut du pôle Nord qui y avait depuis longtemps fondu, et les habitants savaient vivre avec ce voisin parfois inhospitalier. Autour de l'océan Indien, les populations étaient revenues aux maisons faites de bois, souvent de bambou ou de terre séchée. Les animaux sauvages dont les fauves vivaient dans les parties plus reculées du continent africain, jouxtant la grande forêt équatoriale, qui reprenait, siècle après siècle, sa position dans ces contrées autrefois désertiques. Nesky se rappelait avoir survolé le continent, retenant ses larmes d'émerveillement devant ce patchwork de couleurs jaunes, vertes et bleutées. L'Océanie aussi avait été secourue. Bien sûr, il avait fallu beaucoup plus de temps à ses habitants pour lui rendre sa jeunesse resplendissante. Un très grand travail avait été fait pour faire à nouveau cohabiter l'homme et les dingos, chiens du désert, kangourous et koalas pour les forêts de cette grande île. Beaucoup de personnes vivant en Australie et en Nouvelle-Zélande regrettaient de ne pouvoir rendre les lieux aux aborigènes dont la culture s'était éteinte pendant l'ère moderne. Les terriens s'occupant essentiellement des terres, la barrière de corail avait alors repris lentement ses formes, abritant des millions d'occupants aux couleurs plus belles les unes que les autres, dernier rempart avant l'océan et ses profondeurs foisonnantes de baleines, dauphins, tortues et requins. Pendant ses multiples voyages, Nesky avait entendu beaucoup de personnes aux conversations se faisant écho, parlant d'entendre parfois la planète respirer de fierté alors qu'ils la contemplaient du haut de leur colline, lors d'un bivouac dans le désert ou d'une promenade dans les terres enneigées. Le sénateur se détourna du fabuleux panorama et jeta un dernier coup d'œil au cercle de télétransport. La poudre qui en traçait les contours, nécessaire au bon fonctionnement du procédé de voyage instantané, était issue d'un traitement de lithium, l'un de ces nouveaux matériaux fortement convoités dans l'espace. Il se souvint que l'annonce du moratoire terrien avait fait l'effet d'un paix dans un trou de noir, comparé à celui d'une guerre se préparant entre deux systèmes solaires, se disputant un champ d'astéroïdes constitué de ce métal parmi tant d'autres. Sur Terre, les maisons étaient toutes équipées de domotiques donnant un aspect écarté à leur domicile, alors que l'intérieur avait été rendu plus confortable grâce aux détecteurs de présence dangereuse, serpents, araignées venimeuses ou même bactéries infectieuses, et autres régulateurs de température, isolation dynamique et réception d'énergie par relais satellite. Ici, les gens respectaient et entretenaient leur planète, la cultivaient ou encore l'auscultaient, observant toute nouveauté dans des endroits reculés où l'on n'avait auparavant pas les fonds nécessaires pour y envoyer des équipes scientifiques. Il sourit en repensant à la joie des Sud-Américains qui avaient découvert dans la forêt amazonienne un remède contre le rhume. Leur joie aurait fait penser aux vainqueurs d'une longue bataille ou aux rescapés d'une catastrophe, tellement leur fierté resplendissait d'avoir été capables d'une telle trouvaille. Pourtant, cette maigre avancée et les joies en découlant valaient des milliers de fois plus, aux yeux de ces derniers terriens, que les avancées technologiques venant de l'espace. Le sénateur ne comprenait toujours pas ce que le reste des humains pouvait trouver d'intéressant à vivre dans l'apocalypse spatiale, quand il existait un endroit si accueillant. Sur place, une gigantesque estrade circulaire faisait face à une foule de plusieurs millions de personnes unies dans le même objectif, dans la même volonté de faire ce pas en avant. Le président de la Confédération avait déjà commencé son discours, et bien qu'il soit court, on pouvait sentir l'attente de la foule, l'attente de voir le sénateur Nesky parler. Son charisme était de notoriété publique, mais son amour de la vie encore plus sollicité et vénéré. Mais sans plus attendre, je vais laisser le sénateur prendre la parole, car c'est en partie grâce à lui et à tous ses prédécesseurs que l'on doit être ici aujourd'hui. En partie, car c'est avant tout à vous, grâce à vous.
et il laissa ses mots en suspens, désignant la foule. « À vous que revient tout l'honneur et la gloire de cette cérémonie. Mesdames, messieurs, le sénateur Nesky !» Une salve d'applaudissements monta de la population massée au pied de la scène, où le président de la Confédération étreignait le sénateur de la Terre. Ce dernier prit place devant son pupitre, tandis que la foule l'ovationnait. Il souriait. Oh, ce n'était pas le sourire d'un vainqueur, ou d'un homme de pouvoir avide, ni même le sourire d'un homme soucieux d'être reconnu. C'était un sourire de joie pure. Une larme perla à ses yeux. Enfin, il y était, le sacrement de sa vie, de la vie d'un peuple qui, depuis un demi-millénaire, s'était engagé dans un projet dont la majorité savait qu'il n'en verrait pas la fin de leur vivant, un héritage donné aux générations futures. Avant tout, la foule se calma, avant tout, je voudrais signaler que nous sommes ici à Rome, sur la place du Colisée. Bien sûr, de ce monument n'existe plus depuis des lustres que le pourtour en pierre effleurant autour de cette place. Pendant nos premiers pas sur cette planète, la guerre et le pouvoir nous dirigeaient, et cette arène de bataille en symbolisait les traits. L'achèvement de ce projet devait prendre place ici, au sein même des vestiges de notre grande civilisation. D'un geste du bras, il fit signe aux techniciens de lever le drap, couvrant une sculpture de pierre d'une dizaine de mètres de haut, autour de laquelle l'estrade avait été construite. La foule applaudit à tout rompre l'œuvre faite de courbes gracieuses, où l'on devinait sans peine deux grandes mains donnant le monde à deux plus petites mains plus basses. Une fois que la foule se fut calmée, Nesky reprit, quittant son pupitre et se dirigeant vers la sculpture. Ceci n'est ni plus ni moins le symbole d'un peuple qui donne le monde à sa descendance. On peut imaginer les recommandations qui accompagneraient ce présent sur la bonne tenue de ce qu'une part de l'humanité en a fait. J'ai inauguré au long de cette semaine de voyage 5 autres œuvres du même type sur toute la surface du globe, dans un souci d'équité, et afin d'encourager à voyager à travers ce monde formidable que nous avons remis en état. Autrefois dévastée, cette planète a été remise en état, fortifiée par vos mains expertes. Autrefois souillée et dénuée d'intérêt, ce monde a été redessiné et entretenu par vos soins. Autrefois démunie d'avenir, notre Terre est à présent une promesse de vie pour l'humanité. Cette sculpture est le gage d'une nomination de notre planète au titre de la réserve naturelle pour la Confédération intergalactique, nous donnant par la même occasion les droits de protection du patrimoine universel, une légitimité sans faille pour ce qui est devenu l'héritage de l'humanité, l'accomplissement d'une grande œuvre, le premier pas vers l'apogée de notre civilisation. Il avait crié ces derniers mots, et la foule étant partie dans un nouveau tonnerre d'applaudissements et de cris. La planète Terre était à présent protégée par les droits constitutionnels universels. Une joie sans faille emplit alors la population. Joie qu'il pourrait partager avec les quelques 20 millions de personnes attendues pour une fête d'une semaine au sein d'une des rares villes encore entretenues sur la planète. La soirée avait déjà bien commencé, et le président de la Confédération avait rejoint Nesky sur un balcon surplombant la place de la cérémonie. Un serveur passa, leur donnant à chacun une coupe de champagne. L'idée de remettre sur pied la culture à la production de cet alcool est une excellente idée, sénateur, et d'un très grand goût. Je vous remercie. Nous avons d'ailleurs commencé un peu partout à remettre en œuvre d'anciennes cultures d'appoint, et notamment des produits issus d'un grand savoir-faire, étaya le sénateur Nesky. Sachez que, dans les médias de la Confédération, les journalistes ont proposé l'idée de rebaptiser cette planète du nom de Jade Océan, ceci en raison de la couleur nouvelle qu'elle renvoie depuis l'espace. Oui, j'en ai entendu parler, et se tourna vers la foule, la ville, le pays. Malheureusement pour les publicitaires et autres rêveurs, je reste persuadé que la Terre doit garder ce nom, car il lui a été donné par les premiers hommes qui en ont foulé la surface, et ne doit pas perdre sa place de berceau de l'humanité. Très bien. Sachez que je partage votre opinion, fit le président. Tous deux se tinrent quoi quelques secondes, observant la ville, en fait, autour de la statue. Nesky ressentit la réticence du président à quitter les lieux et repartir à ses occupations dans d'autres galaxies. Il lui facilita alors la démarche du départ, évitant toute justification inutile. « Restez-vous pour le feu d'artifice » Le président ne quittait pas les yeux des foules. « Sachez que j'aurais vraiment aimé mais que je dois déjà repartir. Comme je regrette de quitter ces lieux. Vous avez fait un très grand travail. Quelque chose qu'un symbole de pierre ne peut louer à sa juste valeur. » Il eut un mouvement de désappointement, puis se tourna vers Nesky. « La flotte de vaisseaux que nous avions laissée en protection est-elle prête à repartir ?»« Oui, tout à fait. À présent, notre statut nous permet de nous débrouiller seuls, sans souci. » Et Ena se glissa doucement près des deux hommes, attendant de parler avec Nesky. La remarquant, le président glissa un dernier mot. « Très bien. J'espère que vos ornements seront efficaces, sénateur.
Je doute de pouvoir revenir ici avant ma retraite. Ainsi, je vous souhaite bon courage, et une nouvelle fois, félicitations pour votre œuvre. » Les deux hommes se serrèrent la main. Un hochement de tête envers Henna, et le président prit le chemin du pont de télétransport. Henna tendit un papier à Neski. 700 millions de spectateurs pour la cérémonie de ce soir, sénateur. C'est un record d'audimat pour notre planète. Impressionnant, fit le sénateur tranquillement. À présent que la cérémonie bat son plein, et ne dépend plus de moi, je me demande ce qu'il nous restera à faire par la suite. Que voulait-il dire en parlant d'ornement demanda promptement Henna, coupant l'élan de mélomanie de Nesca. Maintenant que nous en avons fini, ce n'est plus un secret. Chacune des 6 commémorations inaugurées dans le monde cette semaine surplombe un grand dispositif de défense. En cas de menace extérieure à notre planète? En effet. L'énergie superflue produite par nos centrales est concentrée sur la stratopause, limite extérieure de la stratosphère, et crée un bouclier de protection lors de son activation. Même une flotte entière de vaisseaux ennemis n'en viendrait pas à bout. Il nous fallait cela. Même si ce statut de réserve naturelle est un aboutissement, je n'ai jamais cru qu'une loi nous protégerait du reste de l'espace en cas de soulèvement. Pourquoi les autres mondes ne l'ont-ils pas développé alors demanda sa secrétaire dubitative. L'énergie renouvelable, ce n'est pas encore leur force, Henna. Nous arrivons enfin à produire assez d'énergie pour vivre en autarcie et nous protéger par la même occasion. Je crois qu'aujourd'hui, la population de la Terre a effectué un grand bond pour notre civilisation. Mais une avancée que nous gardons pourtant jalousement sous vitrine, faisant une allusion railleuse au bouclier. Vous ne laisseriez pas Athan, votre petit-fils, piquer dans la réserve de bonbons. Pourtant, vous savez qu'il aime ça, qu'il est en âge d'en profiter. Mais vous savez aussi qu'il n'est pas en âge d'apprécier ce rationnement à sa juste valeur. Tous deux restèrent en silence quelques minutes, s'émerveillant du feu d'artifice. L'amour de la planète avait grandi, et prenait place dans le cœur de chaque terrien. Finalement, cette nouvelle arrive à point, reprit Henna. En ce qui concerne le fax de ce matin? Oh, oui. Ce message, fit le sénateur, tentant de se montrer insoucieux de la nouvelle. Si peu soucieux qu'il avait tout de même conservé le papier sur lui en changeant de vêtements. Même si la décision qui en ressortira ne fait aucun doute, reprit Neski, nous nous devons de la porter à la connaissance des continentaux, et ainsi en déduire une sorte de jurisprudence pour l'avenir. Si je détruis ce message sans en parler, qui me dit que ceux qui me suivront à cette place feront partie de la même déontologie? Non, nous devons tous en parler, et décider de maintenir cette nouvelle sous silence, ensemble. Finalement, vous avez trouvé ce qu'il nous reste à faire à présent. Protéger et entretenir notre œuvre, conclut Henna. Le sénateur n'avait pas besoin de ressortir le message de sa poche intérieure pour se rappeler le contenu. Chaque mot avait été lourdement gravé dans son esprit, comme la menace intérieure la plus redoutée à présent. La seule chose qui pouvait retarder son retour chez lui et mettre à sac par la même occasion l'élan émotionnel de la soirée. Il étreignit le papier dans la poche de sa veste, relisant dans sa tête le contenu du message. Suite à l'éruption volcanique du 27 courant, avisons la découverte d'un gisement important d'Isium 121 en Sibérie orientale. Attendons instruction.